Bonjour à tous. Les équipes de la CEPAM sont ravies de vous accueillir pour cette présentation sur la prévention et le dépistage du cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, l'intervenante sera le docteur Marie Bichara, médecin responsable du CRCD-COC, qui est le Centre régional de coordination des dépistages des cancers de la Haute-Garonne. Docteur, merci de nous faire l'honneur de votre présence et je vous donne la parole. Bonjour. Alors effectivement, je suis docteur Marie Bichara, je suis médecin coordonnateur au niveau du CRCD-COC, qui est donc la structure de coordination des dépistages des cancers pour l'Occitanie, et je suis basée plus précisément sur la Haute-Garonne. Pour rappel, le CRCD-COC, c'est une structure qui travaille en lien avec l'assurance maladie et l'Agence régionale de santé pour la mise en œuvre sur le territoire régional des grands programmes de dépistage organisé des cancers, que sont le programme de dépistage du cancer du sein, celui du cancer du côlon et celui du cancer du col de l'utérus. Alors aujourd'hui, nous allons parler plus précisément du dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, le cancer, qu'est-ce que c'est? Le cancer, ou plutôt les cancers, puisque tous les cancers ne fonctionnent pas malheureusement de la même manière. En France, les cancers sont en augmentation régulière. On constate hem, que le nombre de nouveaux cas chaque année va être, de plus en plus important, alors que la mortalité, par contre, est en baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bah, la population vieillit, on est de plus en plus soumis également, à des facteurs de risque qu'on ne maîtrise malheureusement pas beaucoup, en tout cas pas assez. Et donc, le nombre de nouveaux cas, le nombre de cancers augmente. Par contre, on sait de mieux en mieux les traiter. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle et ça va aller bien sûr en s'améliorant chaque année. Mais malheureusement, pour l'instant, le cancer reste la première cause de mortalité, et notamment chez les hommes. Alors, comment est-ce qu'apparaît un cancer? Un cancer, hem, va démarrer toujours de la même manière. Ça va commencer par une mutation au niveau de l'ADN des cellules. Et une cellule qui jusqu'ici était normale va être soumise à un stress d'une origine qu'on connaît parfois, qu'on maîtrise moins dans d'autres situations, mais qui va faire que cette cellule qui jusqu'ici, se multipliait à l'identique dans le cadre du renouvellement cellulaire, va commencer à muter. Et en mutant, cette cellule qui va devenir cancéreuse va être non seulement très différente de la cellule d'origine, mais en plus perdra sa faculté à mourir. Et une cellule cancéreuse, c'est ça, c'est une cellule qui devient anormale et qui devient immortelle et qui va avoir une tendance à se multiplier à l'infini et donc à prendre de plus en plus de place à l'intérieur de l'organisme au détriment des tissus alentours. Donc, du stade de cellule anormale, elle va former petit à petit une masse de cellules anormales toute immortelle, qu'on va appeler une tumeur maligne ou tumeur cancéreuse. Cette tumeur cancéreuse va, dans un premier temps, être limitée à l'intérieur du tissu. C'est ce qu'on va appeler un cancer in situ. Il ne va pas encore envahir la profondeur des tissus. Il va être un peu protégé du reste de l'organisme par des membranes qu'on va appeler des membranes basales. À ce stade-là, le cancer, il est, assez facile à prendre en charge et avec un très bon pronostic. Et puis si on le laisse évoluer, si on ne le trouve pas au stade débutant, et bien sa propension naturelle va être de grignoter tout ce qu'il y a autour et donc de prendre de plus en plus de place, à la fois au sein du tissu qui était initialement envahi, mais également dans la profondeur de ce tissu et petit à petit en atteignant les vaisseaux alentours. Donc les vaisseaux qui passent autour d'un tissu, d'un organe, ça va être des vaisseaux lymphatiques et des vaisseaux sanguins. Et si une cellule cancéreuse, à force de se multiplier, arrive à traverser la paroi d'un vaisseau, elle va tomber dans la circulation sanguine ou lymphatique et être portée à distance. Et c'est ça qui va expliquer l'apparition d'envahissement des ganglions
à distance de l'organe initialement touché. Et aussi, si on n'arrive pas à maîtriser le cancer ou à le traiter à ce stade-là, les cellules vont pouvoir être portées beaucoup plus loin dans l'organisme, dans des organes comme les poumons, le cerveau, les os, c'est ce qu'on va appeler des métastases. Si le cancer n'est pas pris en charge, si on le laisse évoluer sans aucune intervention, son évolution naturelle va être malheureusement vers le décès. Et donc, en regardant ce schéma-là, on comprend que plus on va être précoce dans le repérage et la prise en charge du cancer, plus on va être efficace. Et alors, si on revient au tout début de l'histoire, et si on revient sur ce fameux stress qui provoque le changement génétique des cellules, qu'est-ce qui va être à l'origine de ce stress? En fait, on connaît un certain nombre de facteurs. On sait que certains facteurs de stress, alors de stress, là, je parle vraiment du stress des cellules, pas le stress psychologique que nous, on peut ressentir. Le, les mutations des cellules peuvent être liées à des facteurs liés à notre mode de vie, ce qu'on va appeler des facteurs évitables, parce que cela, on va pouvoir jouer dessus. Et puis, il y a d'autres facteurs sur lesquels on n'aura pas la main. Par exemple, le vieillissement, par exemple, les prédispositions génétiques, des facteurs familiaux, etc. Donc, voilà, on sait déjà que le cancer, on va pas pouvoir totalement le maîtriser, on va pas pouvoir non plus l'empêcher de façon systématique. On peut jouer sur un certain nombre de choses, mais on peut aussi essayer de s'en protéger en essayant de le trouver le plus tôt possible. Et c'est ça le principe du dépistage. Si on reprend les différentes étapes de l'évolution du cancer, on va pouvoir caler dessus les différentes façons de lutter contre lui, ce qu'on va appeler les différents niveaux de prévention. Si on essaye d'éviter l'apparition du cancer, heu, c'est ce qu'on va appeler la prévention primaire. En fait, on peut essayer de lutter contre les différents facteurs de risque liés à notre mode de vie qui vont provoquer des cancers, le tabac, l'alcool, certaines infections, etc. Donc là, on va vraiment essayer d'empêcher la cellule normale de muter et de se transformer en cellule cancéreuse. Prévention primaire, l'objectif, on essaie d'éviter l'apparition du cancer. Malheureusement, on ne peut pas être efficace à 100% quand on fait ça, et donc certains cancers ne peuvent pas être évités de cette manière-là. Donc là, l'objectif va être aussi de combiner à cette prévention primaire un autre mode de prévention qu'on va appeler la prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est tout ce qu'on va pouvoir essayer de mettre en place pour repérer le cancer à un stade où il est encore débutant, à un stade où il n'a pas encore commencé à provoquer des symptômes, et donc à un stade où il est silencieux. C'est ce qu'on va appeler le dépistage. Le dépistage, c'est ça, ce sont des examens qu'on va proposer à intervalles réguliers pour vérifier que tout va bien et qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se développer à l'intérieur de l'organisme de façon silencieuse. L'objectif du dépistage, ça va être de repérer le cancer à un stade le plus précoce possible pour en diminuer la gravité et pour en faciliter la prise en charge. Et puis, si, le cancer, n'a pas pu être dépisté, et un certain nombre de cancers malheureusement encore maintenant ne peuvent pas être dépistés, l'objectif ensuite va être d'essayer de les repérer le plus tôt possible quand ils deviennent symptomatiques, et donc d'essayer d'avoir un diagnostic le plus précoce, et afin d'optimiser la prise en charge. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler pour le cancer du col de l'utérus de prévention primaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter l'apparition du cancer du col de l'utérus, et de prévention secondaire, comment est-ce qu'on peut se surveiller pour, si jamais on n'a pas pu éviter le cancer du col de l'utérus, comment on peut le surveiller pour le repérer le plus tôt possible si jamais il doit arriver. Alors, quelques éléments de prévention primaire, tout cancer confondu. Quels sont les facteurs de risque des cancers d'une manière générale? On les connaît très bien, hein. On sait que le tabac, par exemple, va être retrouvé dans à peu près 20 des cancers. C'est vraiment le facteur de risque numéro un. L'alcool ensuite, les déséquilibres alimentaires, le surpoids, certaines infections, et c'est là qu'on va pouvoir parler du cancer du col de l'utérus. Des expositions professionnelles, des rayonnements UV, un certain nombre comme ça de facteurs sur lesquels on peut jouer pour prévenir, des cancers d'une manière générale. Et le dépistage, qu'est-ce que c'est?
C'est donc des examens qu'on va proposer, comme je le disais tout à l'heure, à des personnes bien portantes qui n'ont pas de symptômes pour essayer de repérer les lésions éventuelles plus précocement. Alors, on ne va pas pouvoir le proposer pour tous les cancers. Il faut que ce soit des cancers dont on maîtrise vraiment le mode de développement. Alors, le cancer du col de l'utérus, qu'est-ce que c'est? Déjà, un petit zoom sur le col de l'utérus. Le col de l'utérus, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Ici, vous avez l'image de l'appareil génital féminin et vous reconnaissez sûrement les ovaires qui sont de part et d'autre de l'utérus, qui sont reliés à l'utérus par les trompes de Fallope. Et ici, donc, vous avez la cavité utérine dans laquelle va se développer un éventuel bébé. Tout en bas de l'utérus, vous avez cette zone qui est resserrée et qui a entre autres comme fonction d'éviter que le bébé ne tombe quand on est en position verticale. C'est cette zone resserrée qu'on va appeler le col de l'utérus. Et ensuite, vous avez le vagin et la vulve. Et donc, un cancer du col de l'utérus va donc se développer au niveau de cette zone très resserrée. Euh, d'un endroit à un endroit ou un autre. Et pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? C'est important d'en parler parce que si on doit opérer une femme d'un cancer du col de l'utérus, on va être obligé de retirer une partie de son col et donc cela va fragiliser le bas de l'utérus et donc va avoir des conséquences possibles sur une éventuelle grossesse ultérieure. C'est pour ça que plus on sera efficace en prévention, plus on aidera les femmes à avoir leur vie de femme de manière la plus naturelle et de la meilleure qualité possible. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui n'est pas très fréquent en France, seulement 12 000, 12e position chez la femme, 3000 cas, un peu plus de 3000 cas chaque année, donc c'est vraiment pas beaucoup. Il est beaucoup plus fréquent par contre dans les pays moins développés, qui sont moins protégés contre ce cancer-là. Ce qui est important à voir ici, c'est que, c'est un cancer qui est plutôt, de la femme jeune. 75 des cancers du col de l'utérus se développent entre l'âge de 25 ans et l'âge de 65 ans. C'est pour ça qu'on parle de la répercussion possible sur des éventuelles grossesses. C'est pour ça qu'on essaie vraiment de se mobiliser pour être le plus efficace possible dans sa prévention. Par contre, vous voyez, l'âge médian de survenue, c'est 55 ans. 55 ans, ça veut dire qu'on a passé la ménopause. Donc ça touche des femmes très jeunes, oui, mais ça peut aussi toucher des femmes ménopausées. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que c'est pas parce qu'on est ménopausé qu'on n'est plus concerné, c'est pas parce qu'on est ménopausé qu'il faut arrêter de se surveiller. Pourquoi est-ce qu'on en parle de tout ça aussi? C'est parce qu'on a les moyens de se protéger de ce cancer du col de l'utérus. On sait que si on arrive à combiner de façon efficace la vaccination et le dépistage, on pourrait éviter plus de 90% des cancers du col de l'utérus. Alors, un cancer du col de l'utérus, une fois qu'il est installé, qu'il commence à vraiment se développer, hem, eh bien, en fait, il va être silencieux quand même, malgré tout, pendant un certain temps. Parce que, bah, le col, c'est quand même un organe, qui est très centralement situé au niveau de notre corps et le temps qu'il commence à, gêner un peu les organes alentours, bah, il faut qu'il ait quand même, ce cancer, pris beaucoup de place. Quels peuvent être les signes d'alerte? Heu, Ça peut se manifester par des douleurs pelviennes, par des pertes vaginales anormales, par des saignements vaginaux après les rapports. Ce sont globalement quand même des symptômes qui sont assez, j'allais dire bâtards, en tout cas qui ne sont vraiment pas spécifiques. Donc on ne peut pas vraiment se baser sur les symptômes et puis surtout, dans le cas du dépistage, il faut surtout pas attendre l'apparition des symptômes. C'est vraiment quand tout va bien qu'il faut se faire surveiller. Alors, qu'est-ce qui provoque le cancer du col de l'utérus? Ben, en fait, on le sait très bien depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est un virus qui s'appelle le papillomavirus, qui est un virus sexuellement transmissible. Il est responsable, ce virus, de lésions qui ne sont pas toutes cancéreuses, mais qui peuvent évoluer en cancer. Alors, tous les papillomavirus ne sont pas dangereux, hein. Il y a 200 types de papillomavirus différents. Sur les 200 types, on en a 12 qui sont à haut risque cancérigène. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais sur lequel on va tomber. Donc, le principe, c'est qu'on va essayer de se protéger au maximum contre ce papillomavirus.
Mais c'est pas si facile que ça de se protéger contre le papillomavirus parce que, euh, effectivement, il se transmet par voie sexuelle, mais il est extrêmement contagieux. On estime qu'il y a à peu près 85 à 90% des gens qui ont été ou qui sont en contact ou qui seront en contact avec un papillomavirus au cours de leur vie. Garçon comme fille, ça se transmet dans les deux sens. Et pourquoi est-ce qu'il est très contagieux? Parce qu'en fait, il est porté au niveau de la peau et des muqueuses des zones anogénitales. Et donc, dès qu'il y a un contact intime, même s'il n'y a pas pénétration, donc pas de rapport sexuel complet, un simple contact avec ces zones-là peut suffire pour se contaminer. Ce qui fait que tout le monde va être concerné, les hétérosexuels comme les homosexuels, comme les bisexuels, comme les transgenres. À partir du moment où on a des contacts intimes, on est à risque. Et les préservatifs, malheureusement, ne protègent pas parfaitement. Pourquoi? Parce que c'est un virus qui est extrêmement petit et qui peut passer à travers le maillage du préservatif. Et en plus de ça, le préservatif, on ne le met en général pas dès le début des contacts et des préliminaires. Et donc, la contamination peut avoir déjà eu lieu au moment où on va mettre en place le préservatif. Plus on a de partenaires sexuels différents, plus le risque augmente, bien évidemment. Et tout ça fait que, au total, quasiment tout le monde aura été en contact au moins une fois avec ce virus. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer ce papillomavirus? Alors, la plupart du temps, il provoque rien du tout. La plupart du temps, les gens en sont porteurs et finissent par s'en débarrasser. Leur organisme, avec le système immunitaire, finit par faire sortir le virus du corps. Et donc, on ne se rend compte de rien. Mais chez certaines personnes, il va pouvoir persister un peu plus longtemps et provoquer des lésions. La plupart du temps, ces lésions, ce sont de simples verrues. Des verrues au niveau des zones génitales des hommes et des femmes. Ce sont des verrues qu'on va appeler des condylomes, qui sont très contagieuses, qui sont vraiment pas jolies. Et en général, quand on en voit, on est bien embêté parce qu'on aimerait bien qu'on se les fasse retirer. Ça peut partir spontanément. Si vraiment on est gêné, on peut demander à se les faire retirer par laser ou par chirurgie. Mais ça, à la limite, ces verrues, c'est pas très embêtant. Le plus embêtant, c'est que le papillomavirus, chez un certain nombre de personnes, peut provoquer l'apparition de cancers. La plupart du temps, quand c'est un cancer, ça va être un cancer chez la femme. C'est le cancer du col de l'utérus. Donc, on l'a vu, à peu près 3000 cas par an chaque année. Chaque année, forcément. Euh, Mais chez la femme, ça peut aussi provoquer, en fonction du type de relation sexuelle qu'on a, des cancers ORL, des cancers de la vulve et du vagin, des cancers de l'anus. Chez l'homme, on constate aussi un certain nombre de cancers liés à ce papillomavirus, des cancers de l'anus, des cancers du pénis et des cancers de la zone ORL. Alors pourquoi la zone ORL? Parce que c'est une zone aussi qui peut être concernée lors des relations sexuelles. Donc on voit quand même, même si ce ne sont pas des cancers très fréquents, c'est quand même pas anodin du tout, hein. Et on voit surtout que, homme comme femme, tout le monde est concerné par ce type de cancer. Donc si on revient spécifiquement sur le cancer du col de l'utérus, donc tout commence par une infection au papillomavirus, on a vu que c'était quelque chose de très fréquent, et je viens de vous dire aussi que la plupart du temps, le virus, il est quand même éliminé spontanément par l'organisme, à peu près dans 90% des cas. Mais dans 10% des cas, malheureusement, le virus va persister dans l'organisme et là, au bout d'un certain nombre d'années, il va provoquer l'apparition de lésions précancéreuses dans un premier temps, puis cancéreuses. Et donc, ces lésions précancéreuses vont évoluer vers une gradation vers un cancer de plus en plus importante. Alors, cette évolution vers le cancer, elle est quand même lente, ça prend 10 à 20 ans. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a le temps de surveiller régulièrement l'état du col pour voir si il existe des lésions précancéreuses ou un cancer débutant. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir se protéger contre le cancer du col de l'utérus? De deux manières. Prévention primaire, on essaye de lutter contre le papillomavirus, et là, c'est la vaccination anti-papillomavirus qui rentre en jeu. Et la deuxième façon de se protéger, c'est pas un ou, c'est un et. Ça va être de se surveiller régulièrement au niveau du col
par des examens de dépistage qu'on va appeler des frottis. Et on sait pertinemment, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'en combinant vaccination et frottis, on peut éviter au moins 90% des cancers du col de l'utérus. Alors, si on revient sur la vaccination contre le papillomavirus, cette vaccination, on va la proposer à l'âge adolescent. Pourquoi? Parce que le principe, ça va être d'essayer de protéger l'organisme, de stimuler le système immunitaire avant les premières rencontres avec le virus. Comme c'est un virus qui est transmis par voie sexuelle, on va essayer vraiment de vacciner les jeunes le plus en amont possible de leurs premières expériences sexuelles. C'est pour ça que la vaccination, on va commencer à la proposer à partir de l'âge de 11 ans. Elle est possible jusqu'à l'âge de 19 ans. Mais plus on va la faire tôt, plus on sera efficace et moins on aura besoin d'injections. Si on commence la vaccination entre 11 et 14 ans, on n'aura besoin que de 2 injections, qu'il faut espacer de 6 mois à 1 an grand maximum. Si par contre la première injection, la première étape de vaccination ne commence qu'à partir de 15 ans, il faudra être un petit peu plus incisif et donc vacciner 3 fois pour avoir un schéma vaccinal complet. Le vaccin, il s'appelle actuellement le Gardasil 9. Pourquoi Gardasil 9? Parce qu'il est efficace sur 9 des 12 souches cancérigènes du papillomavirus. Donc, vous voyez, on n'est pas encore à un stade où on arrive à se protéger à 100% des papillomavirus cancérigènes. On se protège contre 9 des 12 souches. Par contre, ce sont les 9 souches les plus fréquentes. Donc, en gros, ça nous protège contre à peu près 90% des HPV cancérigènes. Mais ça explique aussi que même si on est vacciné, il faudra se faire surveiller, si on est une fille, par des frottis réguliers à partir d'un certain âge. En tout cas, qui est-ce qu'on vaccine? On vaccine les filles, mais aussi les garçons. Et ça, c'est important de faire passer le message parce que pendant très longtemps, en France, on ne vaccinait que les filles. Là, maintenant, ça fait 3 ou 4 ans qu'on a ouvert la vaccination aux garçons en France, toujours pour les mêmes âges, entre 11 et 19 ans, selon les mêmes modalités. Et c'est important parce que ça leur permet déjà de se protéger eux-mêmes et puis bien sûr de protéger leurs partenaires. Alors, chez qui est-ce qu'on va pouvoir faire vacciner son enfant contre le papillomavirus? On peut l'amener chez un médecin généraliste, chez un pédiatre, chez une sage-femme si jamais, on est soi-même suivi par une sage-femme, ben, on peut demander à sa sage-femme de vacciner ses enfants. Elle peut vacciner les filles, mais elle peut aussi vacciner vos garçons. Au planning familial, dans les centres de vaccination publics, dans les centres, dans les Cégid. Et depuis, l'année dernière, la vaccination a également été rendue possible en pharmacie, sans ordonnance et auprès des infirmiers, sans ordonnance également. Une grosse nouveauté aussi, qui a commencé en septembre 2023, c'est une proposition de vaccination dans les collèges pour les collégiens en classe de 5e. Donc ça, c'est une vaccination qui est totalement gratuite, totalement prise en charge par l'assurance maladie et qui propose les 2 vaccinations, donc les 2 injections en début et en fin d'année scolaire, ce qui permet en fin d'année d'avoir, pour les enfants vaccinés, une couverture vaccinale complète. Voilà, donc on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette vaccination parce qu'en France, on a pris énormément de retard par rapport à d'autres pays, qui ont commencé à vacciner massivement leurs jeunes depuis des années et des années. Nous, en France, on a été quand même assez frileux et déjà, on a commencé à vacciner que les filles, mais même les filles, beaucoup de professionnels de santé hésitaient à les faire vacciner. En fait, maintenant, on a beaucoup de recul. On voit ce qui s'est passé dans les autres pays. On a pu se rendre compte que le vaccin n'était pas dangereux, parce qu'on a toujours un peu peur en France des vaccins, on a peur des effets que ça peut avoir sur l'apparition de nouvelles maladies, etc. Là, on a quand même des pays qui ont commencé il y a 15-20 ans à vacciner leurs jeunes, par exemple l'Australie, par exemple les pays d'Europe du Nord, par exemple l'Angleterre et même le Portugal. Et ils ont un taux de couverture vaccinale qui est aux alentours de 80-85% maintenant. Et dans ces pays-là, on voit 2 choses. On voit qu'il n'y a pas de lien
avec des nouvelles maladies qui auraient émergé ou avec des complications particulières. Donc, c'est un vaccin qui est sûr, qui est fiable, qui n'est pas dangereux. Et la deuxième chose, dans ces pays-là, on voit aussi une nette régression des lésions liées au papillomavirus. Donc, on sait que ça fonctionne. En Australie, ils commencent à parler vraiment d'éradication possible du cancer du col de l'utérus parce qu'ils voient un vrai impact de la vaccination sur les lésions. Donc voilà, on sait que ça marche. Donc maintenant, on a un gros retard à rattraper pour protéger nos jeunes. Et c'est vraiment important d'en parler autour de soi parce que cette information n'est pas encore suffisamment passée, qu'on pouvait vacciner les garçons et que c'est un vaccin qui est vraiment fiable et sûr. Donc ça, c'est pour la prévention primaire. On vaccine nos jeunes. Et puis après, il y a la prévention secondaire, puisqu'on a vu que le vaccin, il ne protégeait pas contre l'ensemble des papillomavirus. Donc la prévention secondaire pour le cancer du col de l'utérus, c'est le dépistage, c'est le frottis. Et là, vous avez donc ce schéma qui montre un tissu, enfin le col de l'utérus, en fait, en coupe, hein, donc c'est la profondeur du tissu, de la muqueuse du col de l'utérus. Et vous voyez en bleu, sur la deuxième image, le virus qui va pénétrer en profondeur jusqu'au fond du tissu et qui va commencer à se déposer au niveau des cellules et qui va commencer à agir sur les cellules. Et dès la troisième image, vous voyez que les cellules commencent à devenir un peu anormales en petite quantité et puis progressivement, la quantité de cellules anormales augmente jusqu'à euh, euh, envahir la totalité de l'épaisseur du tissu et même envahir en profondeur vers le reste des organes et et donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle un cancer invasif. On l'a dit tout à l'heure, le temps de la transformation est très long et puis comme on l'a dit aussi, c'est pas systématique, hein. Mais bon, quand ça nous arrive malheureusement, il faut quand même, s'en occuper et donc cette transformation se fait de façon très lente, 15 à 20 ans et on a donc l'opportunité de faire de façon régulière des dépistages par frottis, surtout s'il n'y a pas de symptômes, hein, c'est vraiment le principe. On n'attend pas qu'il y ait des symptômes, on le fait quand tout va bien, pour vérifier qu'il n'y a pas donc au niveau des petites cellules prélevées, des anomalies qui pourraient témoigner d'un début de cancérisation. Alors, à qui est-ce qu'on va proposer ces frottis de dépistage? Ben, en fait, on va les proposer aux femmes à partir de l'âge de 25 ans, jusqu'à l'âge de 65 ans en systématique. C'est ce qu'on va appeler le dépistage organisé. Et donc là, à intervalles réguliers, on va proposer des frottis. C'est donc un petit prélèvement des cellules du col, voilà, pour vérifier un peu l'état de ces cellules. Chez certaines femmes qui ont des symptômes, bien sûr, il va falloir investiguer de façon différente et de façon peut-être un peu plus ciblée. Des femmes qui ont déjà eu un cancer du col de l'utérus ou chez qui on a déjà, heu, repéré qu'il y avait du papillomavirus ou, des lésions un petit peu anormales, même pas encore cancéreuses, mais anormales, celles-là, on va aussi les surveiller de façon un peu spécifique. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre, elles pourront reprendre une surveillance classique par frottis. Puis après, vous avez des femmes chez qui on a retiré la totalité de l'utérus pour d'autres pathologies. Par exemple, des fibromes ou des choses comme ça, elles n'ont plus de col. Donc celles-ci, ben, on ne peut pas leur faire de frottis. Par contre, on va quand même les surveiller de façon différente, au cas où il y aurait eu quelques cellules qui seraient parties précédemment et qui seraient en cours de voyage dans le corps. Alors, à quel rythme est-ce qu'on propose les frottis de surveillance en France aujourd'hui? Le rythme, il a changé, à plusieurs reprises. Les recommandations aujourd'hui, elles sont de faire un frottis tous les 3 ans tant qu'on n'a pas 30 ans. C'est-à-dire entre 25 et 29 ans, on fait un frottis tous les 3 ans et au-delà de 30 ans, on fait un frottis tous les 5 ans. Pourquoi? Parce qu'on va pas chercher la même chose. En fait, quand on est plus jeune, on part du principe qu'on est plus à risque d'être porteur de papillomavirus parce que c'est l'âge où, on a peut-être plus de relations sexuelles, davantage de partenaires différents et cetera et donc si on faisait une recherche de papillomavirus chez cette, population jeune, on serait quasi sûr de la trouver. Donc chez les jeunes, on va,
faire un frottis qui va permettre d'analyser les cellules. Et donc, quand on analyse les cellules à la recherche de cellules anormales, il faut le faire tous les 3 ans. À partir de l'âge de 30 ans, de façon empirique, il a été validé que, statistiquement, la fréquence du papillomavirus diminuait. Et donc, on va d'abord commencer par chercher s'il y a du papillomavirus. Et s'il y a du papillomavirus, puisque c'est l'élément indispensable pour qu'il y ait un cancer, si on trouve du papillomavirus, là, on fera une analyse des cellules. Et donc, quand on fait une recherche de papillomavirus, le rythme de tous les 5 ans suffit. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a 2 rythmes différents suivant l'âge, aujourd'hui en France, tous les 3 ans quand on n'a pas encore 30 ans, puis tous les 5 ans quand on a 30 ans ou plus. Et ça, même si on est vacciné, même, si on est ménopausé et si jamais on est enceinte, sachez qu'on peut quand même faire des frottis en tout début de grossesse. Donc, ça peut être quand même important de ne pas laisser tomber son rythme de dépistage pendant une grossesse. Voilà, alors là, on a une petite diapo qui explique le système d'invitation pour participer au dépistage. Je rends la parole à Laetitia Lerat qui va expliquer que faire quand on reçoit son invitation. Merci. Donc du coup, comme on vous l'expliquait précédemment, donc en fonction de votre âge, l'assurance maladie va vous envoyer une invitation. Donc vous la recevez soit par courrier, soit sur votre compte Amélie, d'où l'importance de bien avoir activé son compte Amélie. Et à ce moment-là, donc, il faut vérifier votre situation et pour cela, accompagné du courrier, il y a un questionnaire qui vous permet aussi de pouvoir vous situer. Donc, le cas 1, il n'y a pas de facteur de risque. Donc, comme on le disait, il faut réaliser un frottis. On va vous expliquer après plus précisément. Donc, c'est je prends rendez-vous pour un frottis. Si au contraire, il y a des facteurs de risque suite au résultat de l'auto-questionnaire, il faut renvoyer ce questionnaire à l'assurance maladie. Donc l'adresse est bien indiquée sur votre invitation. Et il faut aller voir votre médecin pour qu'il vous conseille, là du coup, sur un dépistage plus individuel. Donc ça, c'est votre médecin après qui vous accompagne. Donc 2 cas de figure, il n'y a pas de facteur de risque, on prend rendez-vous pour aller faire un frottis et rentrer dans le cas du dépistage organisé. Il y a un facteur de risque, dans ces cas-là, 2 choses à faire. Retourner l'auto-questionnaire à l'assurance maladie pour que bien tout soit à jour et aller en parler avec votre médecin. Voilà les 2 cas de figure. Merci beaucoup. Donc si, on essaie de schématiser ça sous forme d'un circuit. Donc on a la bonne tranche d'âge, 25-65 ans. On est situé dans cette tranche d'âge-là, on reçoit l'invitation. Comme on vient de vous le dire, on vérifie qu'on est bien éligible pour faire le frottis. Si on fait le frottis, on prend rendez-vous. Alors où est-ce qu'on peut aller faire son frottis? C'est écrit en petit, mais je vous le dis, son frottis, on peut le faire chez un médecin, chez une sage-femme, chez un gynéco. On peut également le faire en laboratoire, sur prescription. C'est-à-dire que si votre médecin si vous n'avez pas de gynéco, si vous ne trouvez pas de sage-femme, si votre médecin traitant ne fait pas de gynécologie et ne peut pas vous faire de frottis, il peut par contre vous faire une ordonnance pour que vous alliez faire votre frottis en laboratoire. Dans tous les cas, c'est très important d'apporter votre invitation parce que cette invitation permettra, ensuite, à la personne qui fera le frottis de bien préciser au laboratoire qui fera l'analyse que, il faut prendre en charge à 100 que le frottis est pris en charge à 100 par l'assurance maladie. Donc le frottis est réalisé, il est analysé en laboratoire. Si le résultat est normal, on est réinvité 3 ou 5 ans plus tard en fonction de son âge. Si par contre, au niveau du frottis, on se rend compte qu'il y a du papillomavirus ou qu'il y a des cellules anormales, là, il faudra faire des examens complémentaires pour voir un petit peu, heu, sur le reste du col, s'il y a des lésions ou pas et ensuite décider d'une prise en charge. Voilà, bah, là, je vous l'ai dit, mais je vous comme ça, vous avez vraiment bien les éléments. Quels sont les endroits pour pratiquer son frottis? Donc le gynéco, vous avez si jamais vous ne trouvez pas de gynécologue, c'est vraiment très compliqué de trouver un gynécologue, mais vous pouvez toujours tenter sur l'annuaire de santé Amélie, sur amélie.fr, il y a possibilité de chercher les professionnels de santé autour de chez vous.
Donc, vous pouvez essayer de trouver un gynécologue comme ça. Euh, donc, les sages-femmes aussi peuvent pratiquer les frottis, et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais les sages-femmes ne sont pas là que pour accompagner les grossesses, elles sont là pour accompagner les femmes pendant toute leur vie gynécologique. Donc, à partir de 20-25 ans, on peut commencer à aller voir une sage-femme, et on peut aller la voir bien après la ménopause. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Et pour le coup, elles sont formées pour les frottis, elles sont formées également, je fais un aparté, pour l'examen des seins et pour prescrire des mammographies. Donc, c'est une bonne alternative au gynécologue si jamais on n'en trouve pas. Bien sûr, le médecin généraliste, euh, pour certains, peut faire des frottis, hein, s'il a fait la formation et s'il fait un peu de gynécologie, il peut réaliser les frottis. On peut également faire son frottis en centre d'examen de santé. Donc, à Toulouse, il est situé place Saint-Étienne, la place de la cathédrale. Certains laboratoires d'analyse le proposent aussi, mais donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est sur prescription. Et certains infirmiers, qu'on va appeler des infirmiers en pratique avancée, sont également capables de les réaliser. Donc voilà, on fait son frottis, les résultats nous sont envoyés par le laboratoire. Votre médecin traitant va également recevoir les résultats, ou en tout cas le médecin qui a prescrit le frottis, qui l'a réalisé. Si jamais les résultats sont positifs, ça veut dire qu'on a trouvé du papillomavirus. Et si on a trouvé du papillomavirus, quand on a plus de 30 ans, on va regarder s'il y a des cellules anormales. Si on a moins de 30 ans, on a directement regardé s'il y avait des cellules anormales. Si on trouve des cellules anormales, on va faire ce qu'on appelle une colposcopie. Une colposcopie, c'est un examen complémentaire, vous voyez, qui nécessite une vision un petit peu plus complète du col. Donc, vous avez cet instrument-là qui est un colposcope qui permet d'envoyer, après la pose d'un spéculum, le colposcope permet d'observer l'état du col grâce à une caméra. En fait, c'est une espèce de, oui, d'appareil photo caméra, mais qui ne nécessite pas d'entrer en contact avec le col, hein, c'est juste pour aller regarder. C'est comme une grosse loupe avec une grosse lumière. Et si jamais on voit qu'il y a des lésions visuellement au niveau du col, on pourra faire des biopsies. Donc des biopsies, ce sont des petits prélèvements avec des petites curettes qui permettront donc de prendre un petit bout ou des petits bouts du tissu du col pour les envoyer en laboratoire et pour regarder un petit peu si ce sont des lésions qui sont très superficielles ou si elles ont commencé à pénétrer un peu plus dans les tissus. En tout cas, en fonction des résultats de cette colposcopie et des biopsies, on adaptera la prise en charge. Il faudra peut-être opérer pour retirer un petit bout, faire une conisation ou faire quelque chose d'un peu plus large si c'est une lésion qui est déjà plus avancée. Parfois, on se rend compte qu'il n'y a pas de lésion vraiment et qu'il suffit de surveiller de façon très régulière, de façon beaucoup plus rapprochée, pour n'intervenir que s'il y a vraiment besoin. En tout cas, on essaye d'être le moins invasif possible et le moins délétère possible. Voilà, donc on vous a dit ce qui nous paraissait important par rapport au dépistage et à la prévention du cancer du col de l'utérus. Ici, vous avez un certain nombre de sites qui sont assez utiles pour mieux comprendre le papillomavirus, pour mieux comprendre le dépistage. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu les différentes informations qui sont disponibles sur ces sites-là. Et les structures de l'assurance maladie et du CRCDC restent à votre disposition si vous avez des questions quant à une invitation qui n'arrive pas ou quant à des résultats qui n'arrivent pas ou pour tout autre renseignement. Merci beaucoup. Merci, docteur, pour cette présentation. On espère voilà, vous avoir éclairé et on remercie tout le monde et on vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.